voilà, parce que après tout, on s'interroge sur la scientificité de la psychanalyse, mais d'une psychanalyse qui est quand même aussi une pratique, hein, une pratique où on reçoit des gens, voilà. Thomas. Merci. Bon, je termine, je crois que votre tête doit être bien remplie de plein de choses assez riches aujourd'hui, théoriquement. Donc je vais parler un peu clinique. Mon idée, c'est de parler un peu des conséquences qu'on peut voir, nous, dans la clinique, de cette avancée des choses comportementalistes sur cette science qui écrase le sujet, enfin, ce qu'on a tous beaucoup répété aujourd'hui. Bon, je travaille en cabinet, mais aussi en consultation en CMPP, où, malgré tout, ça reste un lieu de résistance, moi je trouve, de faire vivre encore la psychanalyse là-bas, mais on y arrive. Et je vais vous parler d'une situation qui est venue s'échouer, je dirais presque, dans notre CMPP. Donc mon intervention d'aujourd'hui s'est construite à partir d'une rencontre clinique, plus précisément d'une rencontre avec un garçon de 9 ans et de ses parents qui sont venus consulter en CMPP. Inquiétés par l'école, qui avait repéré un problème de concentration, ses parents sont tout d'abord allés consulter un pédopsychiatre en libéral. Je rencontrerai, moi, pour ma part, quelques mois plus tard, des parents très angoissés et culpabilisés par le traitement médicamenteux et comportementaliste prescrit par ce pédopsychiatre, qui, selon eux, je cite les parents, n'aide pas leur enfant. Depuis le début du traitement avec le pédopsychiatre, l'agitation est venue compléter le tableau clinique depuis le début du traitement. Madame dit avoir l'impression d'assommer son fils à coups de médicaments et monsieur de passer son temps à lui dire de se calmer. Ses parents ont donc stoppé de suivi avec ce pédopsychiatre pour se tourner vers le CMPP de leur quartier. À leur arrivée, ils sont déboussolés et ne savent plus qui croire concernant le traitement de leur enfant. On lit tellement de choses sur Internet, me dit madame. Comment savoir qui dit vrai? C'est cette idée là-dessus que je suis parti. C'est cette phrase qui m'a fait écrire aujourd'hui, parce que évidemment je lisais le texte de Safouan, enfin, qui était le soutien en partie de cette journée. Et comment savoir qui dit vrai? C'est là que c'est parti. Ils disent d'ailleurs avoir été très convaincus au début par ce pédopsychiatre, un logicien de la vie psychique non inconsciente, convaincu et convaincant, puisqu'il agissait au nom de sa vérité. Donc l'équivoque autour du possessif « ça » nous fait donc d'emblée plonger dans mon interrogation du jour. Une interrogation entre ce que le sujet prétend faire au nom de sa vérité propre, disons celle qu'il revendique comme sienne, et d'autre part des actes au nom de sa vérité acquis, celle de l'autre, car même si la vérité reste difficile à définir, ou plutôt qu'elle a plusieurs définitions, là je cite Safouan dans son livre qu'on a discuté ce matin, la vérité ne désigne pas un objet, on en fait usage comme un attribut qui caractérise certains énoncés en les distinguant de leur contraire taxé de mensonge. Il n'en reste pas moins que cette vérité se montre très agissante au sein de la vie psychique des individus qui revendiquent leurs actes au nom d'une certaine vérité, souvent en opposition à un supposé mensonge. Dès son article de 1er décembre 1965 intitulé « La science et la vérité », Jacques Lacan a pointé justement la question de la vérité comme un point d'achoppement fondamental entre la psychanalyse et la science dite aristotélicienne, comme l'a défini Gérard Pommier dans l'argument de cette journée. Deux points sont clairement établis par Lacan pour préciser la place fondamentale de la vérité dans son approche selon la psychanalyse. Tout d'abord, la vérité vient se situer à une place princeps concernant la définition du sujet lui-même, puisque selon cet article, la vérité serait à saisir comme cause même du sujet. Puis Lacan d'ajouter que la vérité vient également s'articuler à un aspect du sujet qu'il n'a eu de cesse de mettre en exergue, à savoir sa propre division. Division donc dans le langage entre signifiant et signifié, division dans la topique entre moi et ça, mais aussi division entre savoir et vérité. À ces deux points fondamentaux vient s'ajouter un troisième, mis en exergue cette fois par Safouan, dont on a discuté du livre ce matin, par son élaboration pointant combien la question de la vérité vient s'articuler avec celle du réel. Voilà, c'est un point important ce matin, je ne vais pas aller plus loin, mais ça me fait avancer dans mon exposé. Par ce point-là, il fait surgir un élément essentiel pour qui veut bien saisir ce qu'il en est de la vérité, à savoir son côté mouvant, insaisissable de manière définitive, une vérité qui ne cesse de se dérober, tout comme ce réel qui reste toujours en partie représentable. Aux grandes dames d'ailleurs du scientifique qui souhaiterait le recouvrir de ces variables et autres équations. Apparaît donc ainsi un autre point de disjonction entre la science
et la psychanalyse, qui concernerait finalement une dialectique entre mouvement et fixité. Finalement, cette question se dessine déjà, si l'on veut bien l'entendre, dans le nom même des disciplines. Je n'ai pas pris sciences dures et sciences molles, mais j'ai pris ici les sciences dures versus sciences humaines. La science reste ainsi un point commun, mais la variation se faisant entre d'un côté la fixité du dur et le côté mouvant de l'humain de l'autre. Sous-tendu par la dynamique pulsionnelle sans cesse en mouvement, entre pulsion de vie et pulsion de mort, la vérité subjective ne se peut que du côté du mouvement. Le mélancolique d'ailleurs serait-il l'exception venant confirmer la règle, celui pour lequel le mouvement est figé, pris dans la pulsion de mort, identifié à une seule définition de lui-même, je suis un déchet uniquement bon à être détruit. Lacan avait déjà pointé cette articulation entre sciences dures et sciences humaines, précisant que la vérité comme cause du sujet, la science, je le cite, ne veut rien en savoir. Le mouvement inhérent à l'humain et à sa vérité subjective étant justement ce que la science dure exclut. Toute référence humaniste y devient superflue, car c'est à elle qu'il coupe court. C'est Lacan que je cite. Vous saisissez donc, je l'espère, mon propos et ma question que je développe aujourd'hui autour de cette dialectique, mouvement-fixité, quant à ce qu'il en est de la vérité. Une vérité figée d'un côté, par les faits et les preuves, et une vérité subjective, mouvante de l'autre, prise dans l'irreprésentable du réel et la dynamique pulsionnelle. Cependant, comme le rappelle Safran donc dans son livre, qui est une situation un petit peu longue, mais elle me semble importante, je le cite, « 2 siècles plus tard, au début du XXe, le monde n'était plus le même. Le prestige de la science a atteint un point tel que la vérité est devenue elle-même scientifique. Elle est là, et seulement là où les conséquences que la théorie tire de ses principes sont confirmées par une expérimentation sophistiquée, technologiquement compliquée et dont le coût intimide parfois les États. Il s'agit donc de tirer les conséquences de cela sur le sujet lui-même. Qu'en est-il pour un sujet qui agit et fonctionne au nom de sa vérité, lorsque cette vérité se voit justement prise sous l'autel de la fixité des sciences dures, excluant ainsi toute référence humaniste, comme le dit Lacan. La vérité n'est donc pas qu'une affaire de rhétorique ou un concept en débat entre initiés. La vérité, que je nommerai subjective, ce qui en fait, à la fin de cette journée, est un pléonasme complet du point de vue de la psychanalyse, une vérité subjective, s'avère un élément central de la vie psychique du sujet. Ça n'est pas un élément en périphérie, une conséquence en bout de chaîne. La vérité est bien du côté de la cause du sujet. Elle génère donc des conséquences sur la vie psychique du sujet, elle est agissante. La clinique nous donne donc à voir des sujets revendiquant leurs actes et pensées au nom d'une certaine vérité. Une soi-disant vérité articulée à un discours plus ou moins répandu dans le social. Si je la nomme soi-disant vérité, c'est que, comme l'a montré Lacan, nous sommes en fait plus du côté d'un savoir porté en étendard que de la vérité en tant que cause du sujet. Dans le leurre de la vérité, qui sans cesse se dérobe, le sujet se voit finalement pris à revendiquer un savoir articulé au discours de l'autre. Mais il n'est pas si simple de faire avec ces identifications pour qui veut bien tenter de les repérer. Mustapha Safran l'avance également selon ses propres mots. Le point qui mérite attention est que pour fantastique qu'elles soient, ces identifications n'en représentent pas moins ce que le sujet croit être. Croyance qui, bien qu'antipathique au dire, n'en détermine pas moins la réalité effective du sujet, telle qu'elle s'atteste dans ses actes et ses discours, sinon dans son apparence même. Il existerait donc ainsi un savoir très agissant pour le sujet, et ceci notamment car il se présente recouvert du masque de la vérité. C'est donc ainsi qu'a agi le pédopsychiatre qui a reçu en consultation ce garçon de 9 ans que je recevrai quelques mois plus tard dans le cadre de ma consultation en CMPP. Nous pourrions dire que ce psychiatre a agi, a donc acté de toute bonne foi, pris dans sa croyance, dans son savoir, lui apparaissant pour une vérité scientifique. En effet, ce garçon présentait l'ensemble des signes, des preuves, permettant d'établir un diagnostic de trouble de l'attention avec hyperactivité, fameux TDAH. Pour qui se référencerait donc à ce type de nomenclature? Voici quelques-unes de ces preuves sur lesquelles s'est appuyé ce pédopsychiatre. L'enfant ne peut pas s'arrêter ni s'asseoir tranquillement. Les jambes et les mains remuent sans arrêt. L'activité ne s'arrête pas non plus pendant le sommeil. L'inattention est également bien connue. L'enfant passe d'une activité à une autre, se laisse distraire, perd ses objets et trouve du mal à s'organiser. L'impulsivité peut être motrice, mais aussi cognitive. L'enfant ne sait pas attendre son tour, interrompt, impose sa présence. Au nom de sa vérité, voilà ce pédopsychiatre
qui met donc en place le protocole logiquement recommandé face à cet ensemble de signes, à savoir prescription de Ritaline, mise en place d'adaptations dans le cadre scolaire, comme par exemple placer l'enfant près du bureau de l'enseignant, et du côté opposé aux fenêtres de la classe, source probable de distraction supplémentaire. Et finalement, pour les parents, participation au programme d'entraînement aux habiletés parentales de marquer. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ce programme d'habileté parentale. Je peux vous le présenter. C'est quoi le programme d'habileté? Je vous le présente en 10 lignes, donc c'est la définition officielle du programme. Le programme Barclay s'adresse spécifiquement aux parents en groupe fermé de 15 à 20 personnes, à raison de 10 séances de 90 minutes, généralement bimensuelles. Il porte essentiellement sur les comportements non conciliants des enfants qui sous-tendent la majorité des interactions négatives. J'ai du mal à lire tout ça. Difficulté à suivre les règles en raison notamment des déficits cognitifs sous-jacents, déficit de l'attention soutenue, de la modulation et de l'autocontrôle du comportement, des stratégies de recherche et de résolution de problèmes. Elle peut se généraliser à d'autres situations, notamment à l'école ou les activités extrascolaires. Elle est également un facteur prédictif de mauvaise adaptation sociale. Bon. Au nom de sa vérité, donc, voilà ce pédopsychiatre qui évacue complètement la vérité subjective, on pourrait dire la vérité tout court de notre point de vue, et bon, la vérité subjective de cet enfant de 9 ans qui ne trouve alors aucun espace pour en dire un mot, sa parole étant écrasée sous le poids d'un savoir scientifique univoque. Il ne s'agit donc pas en réalité d'un affrontement entre deux vérités, mais bien d'un côté d'une vérité subjective, à nouveau, toujours mouvante, et trouvant à s'exprimer par le truchement du symptôme, et de l'autre, d'un savoir avançant, dissimulé sous le masque d'une soi-disant vérité, et dont la fixité fait plonger le sujet du côté de la certitude. Voilà ainsi se dessiner un autre élément de ma question du jour. La vérité n'est pas du côté de la certitude. La vérité en tant que cause du sujet est donc à repérer dans la littéralité même de l'inconscient, ce que ce garçon reçu en consultation va me démontrer au bout de quelques rendez-vous. Voici donc le texte d'un rêve qu'il me rapporte. Je suis dans le salon de la maison, puis d'un coup, je suis au fond du trou, et là je me réveille. J'interpelle donc sur les signifiants mêmes du texte du rêve, et plus particulièrement sur l'expression « être au fond du trou ». Il dit effectivement connaître cette expression, et pourra ainsi déplier des associations précieuses prises dans la logique de l'équivocité de l'inconscient. D'une part, le « être au fond du trou » qu'il associe au fait de ne pas avoir le moral, être au fond du trou, ce qu'il attribue à l'état de sa mère en train de se séparer du père de ce garçon. Et d'autre part, être au fond du trou, dans le sens d'être mort et enterré. Il restera en suspens sur cet autre aspect du mort et enterré, qui pourra pourtant se déplier quelques séances plus tard autour de l'évocation d'une maladie chronique et létale dont est atteint son père. Ce garçon pourra d'ailleurs élaborer qu'il n'a pas un problème de manque de concentration, pas du tout, et qu'il est très concentré, mais sur d'autres choses que le travail scolaire. Ça me prend la tête, me dit-il, comme il peut le dire, à nouveau à prendre au sens littéral, non pas comme ça m'ennuie, ça m'énerve, mais bien comme ça prend toute la place dans ma tête. Après quelques mois de thérapie, ce garçon sera à nouveau plus disponible en classe pour les apprentissages et moins agité. Il précisera lui-même que c'est comme si on avait fait un placard dans lequel je peux ranger les idées qui me rendent triste. Sous couvert d'une soi-disant vérité érigée en certitude, voilà le sujet et sa vérité intrinsèque qui sont fort clos, et ceci au prix de ce lien entre vérité et réel mis en exergue par Moustapha Safwan. Ce réel qui ne cesse d'échapper et d'angoisser le scientifique, qui pour autant s'y voit sans cesse confronté à chaque nouvelle avancée de la science. Pour finir, je vais faire une petite citation littéraire, même d'un roman, que je trouve que c'est souvent d'une aide précieuse dans notre pratique aussi. Comme souvent, la littérature permet de nous confronter à nos questions théorico-cliniques par un prisme différent. Donc je vous livre ainsi, pour terminer, cet extrait d'un roman de Christopher Jansma, intitulé New York Odyssey. Pour vous situer rapidement le contexte, George est un astrophysicien de haut niveau, et le L définit sa femme Sarah, qui ont tous les deux perdu récemment une très proche amie décédée d'un cancer. Je le cite. George était fait pour trouver des solutions. Il excellait à résoudre les énigmes, et elle croyait en lui. Elle avait confiance dans le fait qu'il allait éplucher les données sur l'astéroïde 237 Lyrae 5, interpréter correctement les variables
et reformuler ses hypothèses jusqu'à ce qu'elles soient testées et prouvées. Il allait accomplir de grandes choses, mais ce problème-là, personne ne pouvait le résoudre. La solution au chagrin ne se trouvait pas dans l'appendice d'un livre de philosophie, ni même dans l'Ecclésiaste. Il ne pourrait jamais boire assez de whisky, ni rester éveillé assez longtemps sur le canapé pour résoudre cette équation. X était égal à rien. Pas à 0, à rien. Je vous remercie.